Bonsoir et bienvenue dans ce journal du vendredi 6 janvier 2023. Il est 18h et voici les titres que nous développerons dans cette édition. Devenir pompier sans combattre le feu, c'est l'engagement différencié, un nouveau dispositif destiné à augmenter le nombre de recrues à l'heure où les interventions sont en constante augmentation. Les chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie ainsi que des métiers et de l'artisanat de Vendée ont présenté leurs vœux aux entrepreneurs. Une cérémonie commune, une première. Enfin, nous irons à la rencontre de collectionneurs surprenants. La famille Chauvet s'est prise de passion pour les bouillottes. L'occasion de découvrir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, tout était bon pour se réchauffer un peu. Ils sont sortis 43 500 fois en 2022. Les sapeurs-pompiers de Vendée sont toujours plus sollicités avec moins d'effectifs. Pour élargir le recrutement est né l'engagement différencié. Le pompier n'interviendra plus que sur du secours à la personne et non plus sur les incendies. Colline Davy s'est entretenue avec le directeur du SDIS 85. Il nous détaille ce dispositif. Et oui, comme vous le voyez, nous nous retrouvons dans un camion de pompiers parce qu'aujourd'hui on va parler de l'engagement différencié. Première question toute simple, qu'est-ce que c'est l'engagement différencié ? Une nouvelle forme d'engagement qui nous permet de proposer aux Vendéens et aux Vendéennes de nous rejoindre pour une mission particulière, une mission spécifique pour le secours d'urgence aux personnes uniquement. Et donc vous le dites, c'est uniquement destiné pour ce type d'intervention. Pourquoi ce choix ? C'est 80%, c'est ça, des interventions en Vendée ? Alors nous avons, au sein du corps départemental des pompiers de Vendée, toujours besoin de recruter des sapeurs-pompiers volontaires, notamment disponibles en journée pour répondre à la sollicitation opérationnelle qui ne cesse d'augmenter. Et puis force est de constater que bon nombre de nos sapeurs-pompiers volontaires, malheureusement, sont moins disponibles en journée à une période où l'activité opérationnelle est dense. Donc nous devons toujours imaginer de nouveaux dispositifs, proposer de nouvelles formes d'engagement pour faire venir à nous des personnes qui, par les engagements passés, ne trouvaient pas ce qui leur correspondait le mieux. L'avantage, c'est que le temps de formation pour pouvoir assurer cette mission, elle est forcément plus courte. Avec un diplôme de secourisme PSC1, vous n'avez que 70 heures de formation à suivre pour pouvoir être intégré à un équipage de sapeurs-pompiers et assurer l'ensemble des missions qui correspondent à cette typologie d'intervention, le secours d'urgence aux personnes. Il y a un autre avantage, si je ne me trompe pas, c'est au niveau médical, il ne faut pas toutes les aptitudes. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ? L'aptitude médicale, elle est basée aujourd'hui sur la lutte contre l'incendie, qui est forcément l'aptitude la plus contraignante, puisque vous devez être capable d'être engagé dans un milieu un peu hostile, où il fait chaud, avec des équipements lourds. Et malheureusement, nous avions des candidats qui souhaitaient ardemment devenir sapeurs-pompiers volontaires, mais qui, pour des raisons médicales, ne pouvaient pas le devenir. Voilà. N'être engagé que dans le cadre du secours d'urgence aux personnes, ça permet d'avoir moins de contraintes et donc d'avoir une exigence d'ordre médical moins importante. Voilà, donc ce qui nous permet, on l'espère, de pouvoir rappeler des personnes qui, par le passé, souhaitaient devenir sapeurs-pompiers volontaires et n'ont pas pu pour des raisons médicales, en disant mais voilà, s'offre à vous aujourd'hui une nouvelle forme d'engagement et avec les petites difficultés médicales que vous rencontrez ou l'inaptitude que nous avons dû vous déclarer, elle ne s'oppose plus à cette forme d'engagement. Et ces personnes se rajouteront d'ailleurs peut-être aux 2500 sapeurs-pompiers volontaires du département. Merci pour ces précisions. C'est l'actuel plus gros projet de l'agglomération de La Roche-sur-Yon, la construction de la station d'épuration communautaire qui remplacera l'usine de traitement des eaux usées de Moulins-Grimaud, mise en service en 1973 et devenue depuis obsolète. Alors ce nouveau projet démarre seulement. Une démarche de concertation est organisée du 9 janvier au 21 février pour informer et répondre aux questions de la population. Mais le calendrier prévoit une réception définitive de la nouvelle station en 2028. Avec dans le cahier des charges la production de gaz et de chaleur. Avec les éléments que l'on aura traités, ce traitement-là, on va essayer d'en faire des produits. On va essayer de les consommer et de les transformer en énergie. On va les traiter et on aura rendu cette station modulaire pour pouvoir faire évoluer ces traitements, que ce soit le traitement de la filière eau ou de la filière boue. On les traitera de façon modulaire parce que dans les 50 ans à venir, on sait qu'on aura des évolutions scientifiques et techniques qui seront telles qu'il va falloir pouvoir upgrader cette station, si je peux employer ce mot-là, de faire en sorte que cette station elle évolue en fonction de la réglementation, mais aussi de nos connaissances techniques et scientifiques. Ça, c'est un point clé. Un reportage complet sur le sujet en début de semaine prochaine. La réunion publique d'ouverture est organisée le mercredi 11 janvier à 19h, salle des anciennes écuries des Houderies de La Roche-sur-Yon.
Les chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie, ainsi que des métiers et de l'artisanat de Vendée ont fait cérémonie commune ce vendredi. Elles se sont réunies pour souhaiter la bonne année aux entrepreneurs du département et rappeler les défis qui les attendent en 2023. Écoutons-les. La Chambre de métier de l'artisanat, son objectif et son enjeu, c'est d'accompagner les entreprises, quelle que soit leur demande, leur demande de formation, comme je le disais tout à l'heure, où on veut accompagner les chefs d'entreprise dans la formation continue, parce que c'est comme ça aussi qu'on est performant, qu'on peut s'adapter aussi aux nouveaux enjeux. Donc on accompagnera ces entreprises dans la formation continue et dans l'initiale pour ce qui est de l'apprentissage. Et le fait de travailler les 3 chambres consulaires très régulièrement nous permet aussi de regarder sur l'aménagement du territoire. Parce qu'on peut être en concurrence les uns par rapport aux autres, parce qu'on voit bien que la terre agricole, pour nous, c'est un bien qu'on veut préserver pour produire nos denrées alimentaires. Mais on n'est pas du tout fermé, bien au contraire, à ce que les entreprises industrielles, nos artisans, nos commerçants puissent s'installer. Et on est prêt à laisser partir des terres agricoles pour qu'ils puissent s'installer parce qu'on veut de la proximité. Je veux retenir que 2022 a été une bonne année économique, il ne faut surtout pas l'oublier, et qu'il y a des enjeux sur 2023, mais que le pire n'est jamais sûr. Donc nous allons œuvrer avec l'ensemble des entrepreneurs pour faire en sorte que cette année 2023 soit également une belle année. On travaille certainement beaucoup plus sur du sur-mesure, et là le réseau des chambres consulaires est une excellente caisse de résonance pour permettre à l'État d'ajuster les dispositifs. Connaissez-vous le terme de réserbuirophile ? Il désigne les collectionneurs de bouillottes. Un terme qui convient parfaitement à la famille Chauvet. Elle en possède plus de 650. Alors, des plus classiques aux plus originales, Grégoire de Châtillon nous emmène à la découverte de cet objet, à l'histoire plus surprenante qu'on ne pourrait le penser. Reportage. Donc le petit sac à main. Voici une bouillotte sac à main. Donc, Madeleine et Jean-Claude Chauvet sont réserbuirophiles, comprenez collectionneurs de bouillottes. Ils en exposent plus de 300 et différentes dans leur séjour salle à manger. C'est seulement la moitié de leur collection. Sachez qu'avant l'arrivée de la bouillotte, on se chauffait avec un caillou. Ici, c'est un galet, parce que dans notre région, il y a plus de galets. Mais partout en France, ça pouvait être une roche, n'importe quoi, qui emmagasinait la chaleur. Et après, il la restituait tranquillement. Ensuite, la brique a eu son heure de gloire jusqu'au milieu du XXe siècle, puis sont arrivées les premières bouillottes en grès, en métal, sans oublier parfois, ici, la récupération d'obus de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a eu les bouillottes faites à partir de douilles d'obus, comme vous pouvez le voir. C'est bien un obus de 75 qui a servi à faire une bouillotte. Alors ça, c'est un chauffe-pied, mais c'est aussi une bouillotte. Depuis qu'on est petit, on a toujours utilisé la bouillotte. C'était pas un objet de luxe, c'était pour se réchauffer, quoi. Parce que dans les maisons, il n'y avait quand même pas de chauffage, il ne faut pas l'oublier. Ça. Alors là, j'ai une bouillotte de poche qu'on met à chauffer dans l'eau chaude et qui tient chaud pendant 6 heures. On mettait ça dans la poche pour sortir. Une bouillotte de 1800, une brique ronde très rare. Par ailleurs, mettriez-vous un moine dans votre lit ? On le glissait entre les draps et sur la tôle, on posait une écuelle avec de la braise dedans et on remettait les draps par-dessus, ce qui enlevait l'humidité du lit. Tout était bon alors à l'époque pour avoir chaud, surtout quand il faisait si froid dans nos lits. Un reportage de Grégoire de Châtillon avec donc de belles découvertes. Le spectacle Le Grand Hiver est de retour pour une seconde édition. L'intrigue nous ramène à Noël 1793, au cœur des guerres de Vendée. Une 50aine de bénévoles participent à ce spectacle. 12 représentations sont prévues du 13 au 29 janvier. L'auteur et metteur en scène de l'événement nous en dit un petit peu plus.
Le Grand Hiver revient pour la 2e année au Haras de la Vendée, avec une nouvelle version enrichie par rapport à l'édition 2022. Donc de nouvelles scènes, de nouvelles musiques, de nouveaux décors aussi. L'idée c'était de représenter ce spectacle et qui puisse s'adresser aux nouveaux spectateurs, mais aussi aux personnes qui l'ont déjà vu. Donc avec ces nouveaux éléments. On a de plus en plus de réservations, on en a encore plus que l'année dernière, ça avait déjà été un beau succès. Et puis surtout, on voit qu'il y a des spectateurs qui reviennent parce qu'ils ont apprécié le spectacle et parce qu'ils ont envie de découvrir cette nouvelle version. Donc je conseille aux gens de ne pas tarder à réserver. Voilà, réservation vivement conseillée. Plus de 3000 personnes sont attendues sur ce spectacle qui se passera donc au Haras de la Vendée. Ce vendredi 6 janvier, le conseil départemental de la Vendée, par la voix de son président Alain Leboeuf, présente ses meilleurs vœux à l'ensemble des Vendéennes et Vendéens. Une cérémonie que vous pourrez suivre en direct sur TV Vendée. Ça se passe à partir de 19h. Nos caméras sont sur place et elles sont prêtes. On jette un œil à la météo avant de refermer ce journal. Alors une météo, vous le voyez, un petit peu mitigée. Une nouvelle perturbation s'approche par l'ouest ce samedi. Le vent de sud à sud-est souffle modérément, 40 à 50 km/h, bien plus, vous le voyez sur les côtes. Les températures oscilleront entre 10 et 11 degrés d'est en ouest. La perturbation s'installera complètement dimanche où les pluies se poursuivront toute la journée et s'intensifieront même dans l'après-midi. Il est l'heure de refermer ce journal. Vous pouvez bien sûr en retrouver l'intégralité sur notre site internet tvvendée.fr. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi à 12h30 pour une nouvelle édition. Mais la première qui sera sur le pont, ce sera Caroline Tronche dans votre matinale à 7h. Merci de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée et un bon week-end. À bientôt sur TV Vendée.